Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle émission Thomas fait son cinéma. Une émission où vous l'aurez compris, je vais vous parler de cinéma et en particulier de films, passés ou présents, bons ou mauvais, qui m'ont marqué. Et comme sujet pour cette première émission, je vais aborder avec vous un film qui a marqué l'été de mes 11 ans. Un film qui était attendu par beaucoup de monde, qui était l'adaptation, la première adaptation d'un jeu vidéo au cinéma. Et le héros de ce jeu vidéo était à l'époque déjà plus célèbre que Mickey en personne. Il n'attendait qu'une seule chose, c'était de se lancer dans un nouveau média qu'était le cinéma. Et malheureusement, ce film a échoué, a été une véritable catastrophe, et la franchise qui devait en découler n'a pas pu se faire, et la société qui possédait ce personnage a refusé toute autre adaptation pendant au moins 30 ans. Oui, aujourd'hui je vais vous parler de Super Mario Bros. Où sommes-nous? Si tu veux mon avis, on n'est plus à Brooklyn. Daisy! Lâche-la tout de suite! Ils sont frères. Ils sont plombiers. Oh non! Mario! Luigi! Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite. C'est magnifique. Quiconque possède cette pierre détient le pouvoir, devient maître absolu de l'univers. Portez-moi la pierre! Viens la chercher, vieux tétard! Plombier! Il leur faudra sauver la princesse. Étranger en fuite! Et regagner la sécurité. À plus tard, les lézards de notre monde. Avant qu'il ne soit trop tard. Prenez! Faut la meloper! Mario, attention! Allez-y. J'en ai assez! Super Mario Brothers. Ceci n'est pas un jeu. Super Mario Bros., le film, est sorti aux États-Unis le 28 mai 1993 et un peu moins d'un mois plus tard, le 23 juin, en France. Coproduction américano-britannique des sociétés Hollywood Pictures, Leitmotiv, Allied Filmmaker et Synergy, il est réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel et est une adaptation très libre de la célèbre franchise de jeux vidéo Super Mario, appartenant à la société japonaise Nintendo. Il a pour principaux acteurs Bob Hoskins dans le rôle de Mario, John Leguizamo dans le rôle de Luigi et Dennis Hopper dans le rôle de Koopa. Avec un budget important pour l'époque de près de 50 millions de dollars, il connaît l'échec en rapportant à travers le monde un peu moins de 40. Un échec qui est l'aboutissement d'une production longue et tourmentée. À la fin des années 80, Nintendo domine le marché mondial du jeu vidéo et, après un premier film sorti en 1989 qui s'appelait Video Kid l'enfant génial, cherche à porter sur grand écran les aventures de son personnage vedette, Mario, auprès d'une société de production cinématographique. Les offres affluent avec des montants allant de 5 à 10 millions de dollars pour obtenir les droits sur la licence et ses dérivés. Mais, avec un tel montant, tout exige un contrôle total sur la production du film. Nintendo se tourne finalement, pour un montant de seulement 2 millions de dollars, vers une petite maison de production indépendante américaine appartenant au Canadien Jack Ebert et à l'anglais Roland Joffé. Contrairement aux autres studios, ils offrent à Nintendo un contrôle créatif sur la production, ainsi que les droits sur tous les produits dérivés. De leur côté, ils voyaient le film Super Mario Bros. Comme étant un moyen pour eux de devenir des producteurs à temps complet. Les droits en poche, on commence à former une équipe autour du film et, surtout, à trouver des comédiens pour les rôles principaux. Ainsi, alors que Dustin Hoffman avait montré son intérêt pour le rôle de Mario, Nintendo refusa sa candidature.
Le deuxième acteur pisté pour le rôle du petit plombier moustachu fut Danny DeVito. Il semblait contenter tout le monde, mais refusait de se lancer dans l'aventure sans avoir un scénario complet sous les yeux. Tom Hanks fut également très tenté par le rôle, mais ses derniers films n'ayant pas marché, il fut rapidement écarté. Leur choix se porta enfin sur Bob Hoskins, acteur britannique qui avait connu de gros succès avec Qui veut la peau de Roger Rabbit, Les Deux Sirènes et Hook. Il accepta le rôle surtout pour des raisons financières, sans connaître l'origine vidéoludique du personnage qu'il interpréterait. Pour le rôle de Koopa, on pensa initialement à Arnold Schwarzenegger ou à Michael Keaton, qui étaient tous les deux parmi les stars du moment, avec des films comme Total Recall ou Batman. Mais les deux acteurs refusèrent le rôle qui échoua finalement à Dennis Hopper, célèbre depuis le film Easy Rider et son rôle dans Apocalypse Now. Au niveau du réalisateur, il fut décidé de confier le poste au peu connu Greg Beeman, qui, jusque-là, n'avait connu qu'un succès relatif avec le film pour ados Plein pot en 1988. Malheureusement, son manque d'expérience et l'échec de son film suivant, Papa et Maman sauvent le monde, firent reculer les investisseurs. Les producteurs alors le remplacèrent, après avoir tenté d'engager Harold Ramis, par un couple de réalisateurs anglais, Rocky Morton et Annabelle Jankel, qui venaient de connaître un important succès télévisuel en Angleterre et aux États-Unis avec la série dystopique Max Headroom, dont le style novateur correspondait en grande partie à la vision qu'il voulait donner à Super Mario Bros. Pour le scénario, les choses se compliquèrent un peu. Initialement rédigé par Jim Genowain et Tom S. Parker, à qui l'on devait entre autres Télémaniacs qui était en production, le scénario était très fidèle tant esthétiquement qu'au niveau du ton employé dans le matériel d'origine. Une fantaisie proche du magicien d'Oz, avec quelques pics satiriques ici et là, comme dans ce que sera Shrek. Mais le changement de réalisateur rebatta complètement les cartes. Jankel et Morton détestaient cette version et demandèrent qu'un nouveau script soit écrit. Un nouveau duo de scénaristes, Parker Bennett et Terry Runte, fut engagé. Leur première version introduisit une touche de science-fiction au pitch fantaisiste de base. Mais cela ne sembla pas suffisant pour les réalisateurs, qui suggérèrent alors d'introduire le concept d'univers parallèle et des dinosaures ayant survécu et évolué. La seconde version se rapprochait par son style à une sorte de SOS fantôme chez les dinosaures. C'est grâce à cette version que la majorité du casting a accepté de tourner dans le film. Mais elle ne convenait toujours pas aux réalisateurs qui, après avoir renvoyé le second duo, en engagèrent un troisième pour travailler sur le scénario. Celui-ci, composé de Dick Clément et Yann Lafrenet, s'orienta plus vers une version de style de Piège de cristal et envisagea même d'y introduire un caméo de Bruce Willis qui serait venu faire coucou au frère Mario au détour d'un tuyau. Mais c'était un peu trop abusé pour Nintendo et les producteurs et on baissa un peu le ton. On pensa être parti sur un tel scénario jusqu'à ce que Disney, qui venait de se joindre au projet en tant que coproducteur et distributeur du film, se pencha sur ce dernier et, le trouvant trop cher, trop sombre et surtout trop éloigné de l'œuvre originale, engagea Ted Solomon et Ryan Reynolds comme strict docteurs pour résoudre cela. Ces derniers durent travailler sans jamais entrer en contact avec les réalisateurs. Réalisateurs qui, prenant cela comme une claque en plein visage, se dirent que, au point où ils en étaient, il valait mieux continuer en essayant de sauver ce qu'il pouvait encore l'être pendant le tournage. Le tournage eut lieu à l'été 1992 en Caroline du Nord, dans une ancienne cimenterie désaffectée, où l'immense décor conçu par David Snyder, chef décorateur sur Blade Runner, épousait pleinement l'atmosphère dystopique voulue par le script initialement approuvé par les réalisateurs et les comédiens. À la suite de la frustration de ces derniers quant au changement inattendu de script, le deuxième duo de scénaristes est réengagé pour réécrire les scènes au jour le jour. Les comédiens ne se donnant alors même plus la peine d'apprendre leurs textes, tant ceux-ci ne cessaient d'être changés. Tout cela crée une véritable désorganisation tout au long du tournage, au point tel que les réalisateurs, qui se retrouvent entre deux feux, sont rapidement pris en grippe par une bonne partie de l'équipe technique et des comédiens. Ces derniers, pour se changer les idées, en arrivant même à adopter des attitudes dangereuses. Bob Hoskins et John Leguizamo, par exemple,
buvait de l'alcool sur le plateau au point tel que, lors d'une cascade impliquant la conduite du van des frères Mario, ce dernier, fortement alcoolisé, démarra le véhicule si vite que la porte vint se refermer sur la main droite de Bob Hoskins, qui dut porter ensuite un plâtre de couleur chair pour le reste du tournage. Lorsque le tournage s'acheva enfin après 15 semaines éreintantes pour tout le monde, ce n'était pourtant pas la fin des ennuis pour Morton et Jankel. Interdits d'accès à la salle de montage par la production, ils durent faire appel à la guilde des réalisateurs pour pouvoir juste y entrer, sans pour autant pouvoir y faire quoi que ce soit d'autre. Lorsque le film sortit, il avait déjà été précédé par des retours plus que négatifs de journalistes invités par la production sur le plateau pendant le tournage. Rien qu'à la vue de la bande-annonce, la majorité des fans de Mario, qui s'attendaient à un film familial, joyeux et coloré, se retrouvaient face à un film malaisant, cynique et sombre, qui ne reprenait que vaguement quelques éléments des jeux vidéo de la franchise via des bouts de décor, des noms ou encore de vagues clins d'œil. Le film nous présente un monde parallèle s'étant formé à la suite de l'impact d'une météorite il y a 65 millions d'années et dans lequel les dinosaures ont continué d'évoluer pour prendre une forme humanoïde. Dans ce monde, seule la princesse Daisy, abandonnée par sa mère du côté des humains mais ignorant tout de son passé, peut être en mesure de faire fusionner les deux mondes avec un morceau de la météorite qu'elle porte en pendentif autour du cou. Koopa, dictateur du monde des dinosaures, la fait kidnapper par ses hommes de main, qui sont poursuivis au travers du portail interdimensionnel par les frères Mario, qui se retrouvent malgré eux mêlés à cette histoire où l'on pourra voir des Goombas inversés, des turbopompes, un taux de chanteur de rue, une Miko géante, une machine à désévoluer et un Yoshi réaliste ressemblant à un Vélociraptor. Les conséquences du fiasco qui s'ensuivit furent que les réalisateurs se retrouvèrent sur la liste rouge de toutes les boîtes de production hollywoodiennes et que Nintendo se retira de cet univers qu'ils ne maîtrisaient vraisemblablement pas. Durant des années, les comédiens n'hésitèrent pas, à maintes reprises, à exprimer leur dégoût face au gâchis que fut ce film. Bob Hoskins n'hésitant pas à dire que s'il avait une chose qu'il pourrait absolument changer dans sa carrière, ce serait de ne pas faire Super Mario Bros. Cependant, malgré tout ça, avec le temps, on a commencé à trouver des qualités au film. Ses décors remarquables, les effets spéciaux qui étaient parmi les plus aboutis à l'époque, le jeu des comédiens qui, même s'ils étaient pour la plupart en roue libre, était agréable à observer. Et la bande sonore aussi, composée par Alain Silvestri, auteur de Retour vers le futur. On en fait un objet filmique totalement inclassable qui, encore aujourd'hui, rassemble certains passionnés autour de lui. Ceux-ci, majoritairement américains, se sont rassemblés autour d'un site, The Super Mario Bros. Movie Archive, sur lequel on retrouve tout ce qui traite de celui-ci, les différents scripts, des interviews des comédiens, des membres de l'équipe technique, des producteurs, des objets dérivés, des coupures de presse et bien d'autres choses encore qui m'ont beaucoup servi pour la réalisation de cette vidéo. Il y a 2 ans, ils ont même réussi à mettre la main sur une vidéocassette comprenant plus de 20 minutes de séquences inédites du film coupées au montage. Avec l'aide d'un spécialiste, ils sont parvenus à remonter le film pour qu'il atteigne une durée de 125 minutes au lieu de 104, et l'ont publié sur une plateforme américaine. De mon côté, j'ai acquis cette version et y ai intégré le doublage francophone ainsi qu'un sous-titrage pour les scènes non doublées, en attendant mieux, ce qui semble être en train d'arriver d'ailleurs. En effet, alors que le film d'animation Super Mario Bros. Coproduit par Illumination et Nintendo devrait sortir en avril prochain, Pathé, détenteur des droits de diffusion du film de 1993 en France, va pour la première fois, en date du 22 mars prochain, éditer ce dernier dans une édition combo Blu-ray DVD sur laquelle on pourra trouver un documentaire de 55 minutes inédit en France présentant les coulisses du film. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes sur les sites de vente en ligne. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première vidéo qui, j'espère, vous aura permis de comprendre mieux pourquoi Super Mario Bros, le film maudit, est un film qui m'a marqué. Et, qui sait, si vous l'avez déjà vu, à le revoir une seconde fois, ou, si vous ne l'avez jamais vu, à le découvrir via le lien juste ici en dessous. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt dans Thomas fait son cinéma. Salut!